je suis là pour parler finalement d'une recherche que j'ai conduite entre 2006 et 2009 pour ma thèse, qui commence à dater un peu, sur les dirigeants des associations environnementales majeures, donc plus précisément sur leur vision du monde, et notamment sur l'opposition sur laquelle j'ai souhaité finalement m'attarder, entre leur rationalité d'action d'une part et leur quête de sens d'autre part. Alors je vais commencer peut-être rapidement par camper l'objet de recherche stricto sensu à l'intérieur d'une sociologie qui accorde une place relative à ces problématiques. Je reviendrai rapidement sur, en essayant de ne pas trop vous assommer, sur le cadre épistémologique et analytique que j'ai visé, qui je pense est important à avoir à l'esprit si on veut interroger ce nouvel objet sociologique qu'est l'écologie politique du séminaire. Puis je vous exposerai brièvement les conclusions essentielles de cette recherche, de manière à pouvoir engager donc un débat. Alors globalement, le cadrage, aujourd'hui l'écologie est dans l'air du temps, elle est tantôt raillée, tantôt défendue, elle mobilise, elle contrarie, elle enthousiasme. Ces enjeux sont dans toutes les bouches. Alors d'aucuns pourraient dire que le secteur est porteur, qu'il crée de nouvelles optiques de travail, de nouveaux métiers, de nouvelles optiques de développement également. D'autres, arguant de son omniprésence un peu agaçante dans les médias, vont en parler comme d'un objet presque dépassé. Et en effet, des acteurs extrêmement divers se revendiquent aujourd'hui de la préservation de l'environnement ou de la promotion du développement durable. Ils tentent tous, peu ou prou, parfois valablement, parfois dans une perspective marchande, de s'emparer des questions relatives à l'avenir de la planète et à ce que notre époque va léguer aux générations futures. Mais cette réappropriation, donc somme toute récente, des sujets écologiques, alors devenus environnementaux, et notamment avec la nouveauté de son traitement depuis le panégyrique d'un nécessaire développement durable, a comme tiédi la consistance initiale du projet. C'est-à-dire que finalement, les questions brûlantes d'hier auraient comme fini de se refroidir. Alors, je ne vais pas avoir le temps de détailler les processus ayant mené ces dernières décennies à cette banalisation de l'écologie primordiale et historiographiquement connue. Les travaux de Florent Chardonnat, par exemple, les décrivent très bien. Mais je vais juste rappeler qu'il y a à peu près 40 ans, il y a une nébuleuse organisée autour des questions de l'avenir de la planète qui se constitue et qui cherche à analyser les formes de tension que la nature subit. S'amorce alors à ce moment-là une nouvelle façon de penser la société et son économie, pour dire simplement la mise en lumière d'une injustice dans le mode d'administration et dans la norme comportementale, c'est-à-dire la dénonciation d'une absence de pérennité du modèle du développement, est à l'origine de la contestation écologiste. Donc, en s'opposant structurellement aux impératifs de productivité maximale et à la raison instrumentale du capitalisme, finalement l'écologisme a en fait créé sa rationalité propre. Et cette posture de radicalité à l'égard du modèle politico-économique l'a placé alors dans une sorte de modèle alternatif, un modèle politique alternatif, qui contient une dimension sociale, politique, idéologique et critique. Et la constitution associative représente initialement un des pôles majeurs de cet élan contestataire. Or, parmi les associations et les ONG écologiques qui ont vu le jour dans ce contexte de mobilisation, certaines d'entre elles sont parvenues à devenir aujourd'hui des organes d'écoute institutionnels dans le dispositif de politique publique environnementale, et d'autres même, les plus anciennes, qui étaient constituées dans les années 50 dans une optique, elle, naturaliste, de mise en valeur du patrimoine, qui n'est pas du tout le même objet, ont comme changé d'objet social et sont également aujourd'hui très proches des organes étatiques. Donc autrement dit, c'est la base de mon questionnement, c'était la base de mon questionnement, ni la protection de la nature, ni le projet écologiste ne sont neufs. En revanche, ce qui peut l'être, c'est cette forme associative politique qui est très liée donc, à l'agir institutionnel
et qui a permis à une constellation de décideurs d'émerger sur l'espace public sur ces questions, et puis de bénéficier d'une audience de plus en plus importante. Alors cette question-là est connue, mais ce qui m'intéressait, c'est que cette situation est d'autant plus ambiguë que ces ONG, en devenant des organes consultatifs du pouvoir politique, sont précisément rentrés dans la série de la raison instrumentale du capitalisme qu'elle dénonce, et que le projet fondateur du mouvement duquel elles sont issues tentait initialement de contrarier. Donc mon ambition à ce moment-là a été d'analyser la façon dont ces dirigeants associatifs parviennent à se positionner et à agir, donc, ontologiquement et socialement, entre les idéaux, les impératifs, les contraintes que la préservation de la planète requiert et les hétéronomies historiques, politiques et institutionnelles d'une société économique. C'est-à-dire, en d'autres termes, sur la façon qu'ils ont d'envisager leur action dans un monde qui n'a pourtant structurellement pas les mêmes priorités, ni les mêmes perspectives et conditions de possibilité d'avenir. Donc c'est cette tension qui m'intéressait, en considérant que le positionnement de ces dirigeants et in extenso de ces associations posait en filigrane, pour moi, la question du devenir d'une partie importante de l'écologie publique et politique. Question d'autant plus importante que leur inclusion, encore une fois, dans ces processus politiques, les oblige à devoir concilier les déterminismes affectifs de leur engagement propre au contexte socio-historique et politique dans lequel ils sont à ce moment-là partie prenante. Et que ce tiraillement de position, finalement, reprend et résume l'opposition classique qui fonde leur militantisme et qui détermine d'ailleurs la mesure politique de l'écologie, c'est-à-dire celle qui fait s'affronter un type de rationalité propre à une rationalité reine du tout économique. Donc l'idée était si je puis dire, de rendre sa complexité au débat et de reprendre ce débat à l'endroit qui me semblait le plus juste, c'est-à-dire le lieu idéologique. C'est-à-dire finalement repartir de la réalité de l'engagement en étudiant qui sont ces dirigeants, mais surtout quelles sont les idées qu'ils portent. Donc l'ambition, on va dire qu'il y a deux grandes trames. L'ambition première de ce travail a consisté donc, à analyser le cœur de ces contradictions, de ces tensions, de ces ambivalences, de ces ambiguïtés, qu'elles soient personnelles ou sociales. Donner finalement la parole aux tensions qui peuvent exister entre leur objectivité et leur subjectivité, entre le poids des contextes socio-historiques dans lesquels ils sont contraints d'évoluer et leur capacité d'être et de rester créateurs de changement social, puisque à l'origine, l'associatif est un contre-pouvoir, censé l'être. L'objet second, donc la deuxième chose qui m'intéressait, était de comprendre et d'étudier les changements qui peuvent, en dépit de l'ambiguïté de leur situation, surgir à la façon de virtualité, d'embryon, des germes qui prennent la forme de virtualité. Alors je reprends cette expression à Raymond Ledru dans un ouvrage qui s'appelle La Révolution cachée, qui, si elle ne donne pas point encore sa figure à la société, vivent dans les profondeurs et dans les marges et constituent des processus qui sont tout à la fois continus et discontinus, mais qui sont surtout cachés et porteurs peut-être de changement social. Donc c'est une perspective qui donne la primauté au registre affectif et existentiel et à leurs enjeux, à leur traduction dans les engagements politiques. Alors c'est pas une optique qui est très fréquente, mais elle m'est apparue comme étant la plus à même de saisir la réalité du possible impact, encore une fois social et institutionnel, que ces dirigeants sont susceptibles, étaient susceptibles de générer. Donc c'est une réalité un peu globale que je souhaitais approcher dans sa dimension rationnelle et dans ses accommodements quotidiens, mais également dans ses formes imaginaires et ses potentialités, donc,
historique et symbolique. Alors, avant de revenir sur certaines notions clés qui méritent peut-être d'être brièvement expliquées pour mieux comprendre mon cadre analytique, qui encore une fois n'est pas tout à fait fréquent, je voudrais dire quand même rapidement un mot de ma position épistémologique. Donc ce sujet de thèse, finalement, c'est inscrit au croisé de beaucoup de considérations plurielles relatives à l'écologie, à la protection de la nature dans sa globalité, on va dire, au vécu des dirigeants associatifs la concernant, ainsi qu'aux hétéronomies donc, sociales et politiques ayant fondé leur engagement. Donc toute la difficulté résidait finalement dans le fait que selon qu'on aborde cet objet, cette recherche par son objet visible, par son contenu théorique ou par sa méthode analytique, le type de sociologie à mobiliser varie. C'est-à-dire qu'une approche finalement par le contenant de l'objet m'invitait à regarder du côté de la sociologie des professions, du militantisme, de l'engagement, des associations. Une approche par le contenu s'inscrivait davantage en termes de sociologie politique, sensible aux questions de changement social, tandis qu'une approche par méthode me poussait à observer la question des représentations sociales à l'intérieur de la sociologie de l'environnement, qui, comme on le sait, comme vous le savez probablement, n'est pas sans recéler quelques difficultés de positionnement, voire même d'existence. Donc il s'agit d'un objet éminemment frontière. Alors je n'ai pas le temps de rentrer plus dans le détail, mais je dirais juste qu'il y a abondance en sociologie de travaux relatifs aux formes et aux projets associatifs, aux formes des engagements et aux trajectoires militantes des acteurs associatifs, également au répertoire d'action des ONG, aux différents registres de protestation qu'elles incarnent, etc. Mais force m'a été de constater à ce moment-là qu'il y avait assez peu de travaux qui avaient été conduits sur la question des représentations et des imaginaires des défenseurs de ces enjeux. Alors bien sûr, il va y avoir des travaux comme ceux de Martine Barthélémy, d'Isabelle Sommier qui ont traité partiellement la question de l'engagement environnementaliste à l'intérieur d'un cadre plus large. Des travaux également de Silvio Nitro, par exemple, qui a beaucoup travaillé les matrices d'action collective et les formes de mobilisation et d'engagement écologique. Mais il me semblait que la question des subjectivités qui portent ces changements, donc la subjectivité des acteurs, méritait sans doute d'être réintroduite. Enfin, autre complexité, pour saisir nombre de ces aspects, je devais aussi, bien entendu, me rapprocher de certaines théories du social, j'oserais dire systémiques, des théories qui ont fait émerger la question du rapport que l'homme entretient, ou plus précisément n'entretient plus d'ailleurs, à son environnement et rejoignent par conséquent le contenu même des dénonciations épistémiques que j'avais commencé à voir dans mes entretiens. Donc, nombre de ces auteurs sont connus, ils sont pour leur grande majorité considérés comme les pères ou les penseurs majeurs de l'écologie politique, donc comme Jacques Ellul, Jean Illich, Gorz, dans une autre mesure Castoriadis ou également Serge Latouche. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail non plus, mais je dirais juste que l'apport de ces théories du social, me semble-t-il, est considérable si on souhaite développer et réfléchir une écologie plus proprement politique. Et que par ailleurs, je le répète, ces théoriciens ont permis à mon objet et surtout à mes catégories d'analyse de progresser en ce qu'ils m'ont permis, entre autres, de saisir les arguments résiduels des dénonciations qui étaient constatées dans leur discours. Donc, primo sensu. Donc mon objectif étant de prendre, je le répète, l'écologie comme objet et l'analyse subjective et politique comme moyen. Pour terminer, je précise juste que mon objet est aussi frontière en ce que les dimensions sociales et politiques de l'engagement écologique, donc entendu comme une option d'analyse disciplinaire, c'est-à-dire la question des représentations à l'intérieur de cette sociologie de l'environnement, reste assez marginale. Alors, comme Philippe Bout, par exemple,
connaissez probablement, l'a bien montré dans sa thèse sur la sociologie de l'environnement. Si l'environnement, en s'inscrivant au cœur des enjeux actuels, a permis à une nouvelle sociologie d'éclore, il s'est agi pendant longtemps plus de la sociologie et l'environnement que de la sociologie de l'environnement. C'est-à-dire que finalement, cette question, l'environnement, a constitué une sorte d'anomalie dans les sciences sociales, du fait notamment de la sempiternelle question des limites d'un champ disciplinaire, distinguant, comme le propose Bourdieu, les objets nobles des objets ignobles. Bon. Alors, je n'ai pas le temps non plus de revenir là-dessus, je conseille à ceux qui ne l'auraient pas lu de lire la thèse de Philippe. En tout cas, l'environnement est resté longtemps un impensé sociologique, et certains objets particuliers, à l'intérieur même de cette sociologie en constitution, ont été un peu délaissés. Et la prise en compte des représentations des acteurs, ainsi et surtout que l'impact de la modernité dite réflexive dans leur positionnement, a par exemple longtemps été négligé. Il s'agit pourtant d'un nouvel enjeu politique et paradigmatique, tel que par exemple Jean-Guy Vaillancourt, un chercheur québécois, l'a exposé dans plusieurs de ses ouvrages. Et donc, pour Vaillancourt par exemple, saisir les enjeux environnementaux actuels passe d'une part par l'interdisciplinarité, mais d'autre part par la question des représentations. C'est-à-dire finalement une volonté de joindre le monde objet au monde social, vécu. Et là, l'importance des discours devient évidemment axiale. C'est donc dans cette dynamique que j'ai décidé de me positionner. Pardon pour ce petit détour, mais c'était pour signifier aussi d'où je parlais. Par ailleurs, et pour terminer sur ce point, le recours à une sociologie phénoménologique, donc comme Alfred Schutz l'entend, et à certaines notions de philosophie sociale, voire de théorie critique, comme canevas interprétatif, m'a plus encore positionné dans une approche plus théorique que disciplinaire, dont je n'ignore pas la popularité. Ceci posé, il faut maintenant probablement que j'évoque brièvement quelques notions clés, j'espère permettre d'entendre ce que j'ai souhaité développer en termes de cadre analytique. Alors, il y en a bien d'autres, mais j'ai souhaité, on va dire, mettre au cœur de mon analyse trois notions ou éléments majeurs. Tout d'abord, la question de la tension hétéronomie-autonomie, qui compose véritablement la dialectique à l'intérieur de laquelle j'ai souhaité réfléchir cet objet. Donc, sommairement, l'idée est de considérer que toute société est hétéronome, c'est-à-dire soumise à une loi de l'extérieur, alors qu'il s'agisse d'une hiérarchie d'ordre religieux, théocratique ou institutionnelle. Le caractère social d'une société détermine aussi bien les manières de sentir, de penser que de désirer. En d'autres termes, cette personnalité sociale, donc ce caractère social, va avoir tendance à étouffer ou refouler toutes les facultés ou dispositions qui vont aller à l'encontre des modèles sociaux et culturels en vigueur. Et donc, dans cette situation, les projets, individuels ou collectifs, ressemblent de plus en plus à des efforts pour se conformer à cette hétéronomie, c'est-à-dire pour fonctionner à l'intérieur, dans un cadre que Sartre, par exemple, Fabrice connaît bien cette question-là, que Sartre appelle donc la société sérielle ou le pratico-inerte. Et donc le caractère d'une société, la caractère social d'une société, détermine aussi ses significations imaginaires, son imaginaire social, comme l'appelle Castoriadis. Or, tout imaginaire doit être considéré selon deux termes, globalement, deux aspects, l'imaginaire institué et l'imaginaire instituant. Par imaginaire instituant, il va falloir entendre l'œuvre d'un collectif créateur de significations nouvelles qui vient comme bouleverser les formes historiques existantes. Et donc, l'idée c'est de dire que ce pratico-inerte, sa réalité, n'est pas indépassable, quand bien même elle domine la vie des individus et leur action, et que, donc, en d'autres termes, certains individus, certains collectifs, comme en désaccord
avec le cours du monde, vont tenter de rentrer en rupture, conscientiser l'hétéronomie et rentrer en rupture avec la façon dont le cours social existe, on peut dire. Et donc l'autonomie, l'autonomie va représenter alors la capacité de se dégager, ne serait-ce que conceptuellement, de cette autorité, de se donner sa propre loi. Donc je suis obligée d'aller très vite, mais c'est ceci pour dire que ce sont précisément ces tensions, c'est-à-dire ces vécus de déchirement, de fragmentation, qui construisent des divorces de conception et qu'il est possible de mettre à jour dans les visions du monde. Et que cela m'intéressait d'autant plus que une bonne partie de la complexité du vécu militant se loge dans cette dialectique. Alors en effet, la question du changement social est au cœur du projet associatif, écologique. Or, toute transformation, encore une fois, entendue comme une création souterraine d'un collectif anonyme, par exemple, est multiplement conditionnée. Elle l'est, pour Castoriadis encore, en termes social-historiques, à la fois temporellement et substantiellement, mais elle l'est également en termes de création culturelle. C'est-à-dire qu'elle est nécessairement ancrée, c'est cela qui m'intéresse, au niveau le plus radical des significations et des valeurs. Et donc en correspondance avec des motivations subjectives qui lui sont propres. Donc, pour le dire en cours, toute transformation suppose l'existence de sujets animés par des préoccupations, taraudés par des préoccupations. C'est un peu la question de l'acteur qui se rebelle contre le système, pour le dire en cours. En tout cas, c'est selon moi un modèle particulier à analyser, parce que toute réforme dans la production des modèles culturels, comment les pratiques sociales, à travers notamment des rapports de pouvoir, suppose des acteurs impliqués dans ces capacités réflexives. Donc voilà pour le premier élément. Le deuxième, c'est, je vais essayer encore de passer rapidement dessus pour arriver plus concrètement à mes conclusions. Je préfère quand même cadrer pour que vous voyez de quoi il s'agit. La deuxième concerne la question de l'enracinement et de l'intentionnalité de l'agir. Alors l'idée ici est de dire que toute mobilisation, tout engagement et toute volonté d'agir trouve son origine dans une expérience et dans le rapport affectif à cette expérience. C'est-à-dire que la créativité tend à se confondre avec la capacité qu'un individu va avoir à donner sens à son action. Alors c'est ce que par exemple Paul Ricoeur va appeler le désir de faire, en parlant justement d'une intention primordiale et chronologiquement première. Donc ça va me permettre par exemple de comprendre le motif d'engagement ou l'implication à la cause de ces dirigeants. Donc j'ai par conséquent accordé beaucoup de sens aussi à la notion d'idéal. Alors j'ai pas le temps non plus ici de développer le vieux débat qui concerne les rapports entre les idées et les réalités sociales, mais je dirais juste que mon optique était de considérer, avec Godelier par exemple, Maurice Godelier, l'idée selon laquelle toute forme ou action sociale débute avant tout dans des sphères que la pensée et l'envie composent, donc suggérant encore une fois la notion d'intention, qui pouvait par ailleurs me permettre aussi de comprendre, du moins de résorber les écarts possibles entre certains éléments qui semblaient antithétiques dans mon discours. J'ai également considéré l'importance de ce que Raymond Ledru va appeler lui le sentiment d'existence, c'est-à-dire en ce que c'est ici que l'idéal va se loger. Donc lui par exemple donne cette définition: le sentiment d'existence concerne le mode général et fondamental d'appréciation de l'existence en fonction duquel s'ordonne l'ensemble de l'expérience des hommes appartenant à une civilisation déterminée. Donc c'est un sentiment d'existence qui va générer des positions se rattachant à un vécu sensible et à des conceptions du monde qui vont être prises en étau, encore une fois, dans des tensions d'ordre hétéronomique et subjectif complexes. Enfin, troisièmement, dernièrement, on pourrait dire, l'idée même de vision du monde, que j'explique peut-être de quoi il s'agit. Il s'agit donc d'un rapport intellectuel entre un acteur, un individu, et son monde de la vie. Donc c'est à la fois le regard qu'il porte sur le monde social et l'opinion qu'il s'en fait. Donc tout individu procède à des interprétations de son monde, on le fait tous, et ces schèmes d'interprétation
vont finalement fournir des repères pour donner sens à un vécu, et puis pour se situer et éventuellement tenter d'agir dans cette société. Donc on considère souvent que la vision du monde, ou par exemple mon mauvais allemand, une Weltanschauung, est fondamentalement solidaire d'un rapport général au monde qui va déterminer la volonté conformément à un idéal de vie. Donc c'est ça qui m'intéressait spécifiquement. C'est-à-dire par exemple Wilhelm Dilthey établit dans un texte de 1907 un lien formel entre vision du monde, conception du monde, et prise de position. Donc c'est cet aspect-là qui m'intéressait. Dans la mesure, donc je le répète, où les visions du monde renseignent sur la place que les individus vont penser et vouloir avoir au sein d'une société, mais aussi sur la perception de l'utilité ou non de leur action, et à l'inverse, sur le regard qu'ils vont porter sur leur incapacité à agir, ou leur capacité à agir, et à projeter leurs convictions propres. Donc, il s'agissait, pour résumer, de comprendre, par l'étude de leur vision du monde, le sentiment d'existence qui est le leur, et entrer par ce biais me permettait de concevoir leur vécu dans son acceptation la plus globale, et ouvrait alors l'analyse sur le sens ou l'absence de sens qu'ils confèrent à leur engagement professionnel, personnel et professionnel, mais aussi, et j'oserais dire surtout, à l'endroit du devenir de la société pour laquelle ils s'impliquent. Et puis ça me permettait aussi d'observer leur capacité ou non à maintenir un discours et un projet contestataire dans un contexte fort d'institutionnalisation. Donc l'objectif était de sonder l'univers de signification, pour reprendre un terme de Schutz, de ces dirigeants associatifs. Alors pour ce qui concerne maintenant l'aspect plus pratique et empirique, alors, il y a plusieurs éléments qui ont complexifié mon approche du terrain, ça n'est pas que théorique. En premier lieu, je vais passer rapidement dessus, mais des facteurs d'ordre numéraire et définitionnel. En effet, il y a certaines particularités intrinsèques au milieu associatif écologique qui gênent considérablement toute tentative de quantification. Donc je m'explique, ce secteur est particulièrement difficile à délimiter, parce qu'il échappe, déjà en premier lieu parce qu'il échappe au système officiel d'observation statistique et de comptabilité nationale. Il est très compliqué d'avoir des chiffres clairs sur le nombre d'associations de protection de la nature, notamment parce qu'elles sont dans de nombreux rapports confondues dans des catégorisations plus larges, qui nous permettent finalement que d'avoir un ordre d'idées. Elles sont souvent regroupées dans la catégorie dite de la défense des causes et des intérêts, qui va additionner nombre d'autres causes, comme la défense des droits de l'homme par exemple. Par ailleurs, c'est un milieu qui conglomère des entités à taille, objet et composition extrêmement diverses, parce que ce milieu éminemment fédéré fonctionne surtout en réseau d'appartenance, c'est-à-dire qu'il y a une confusion supplémentaire du fait qu'il peut s'agir à la fois d'associations simples, de fondations, de fédérations d'associations ou encore de réseaux d'associations à thématiques particulières. Donc les très rares répertoires nationaux qui existent sur la question n'établissent pas de différence majeure entre, par exemple, l'association de quartier, la fondation, telle que celle de Nicolas Hulot, par exemple, la fédération d'associations départementales, par exemple Île-de-France Environnement, qui regroupe quand même 300 associations, la fédération nationale, par exemple telle que la FME, qui regroupe plus de 3000 associations, ou encore le réseau d'associations, tel que le réseau Action Climat, par exemple, qui regroupe 13 associations. Donc il est difficile. Donc ce profond problème définitionnel accroît encore la confusion concernant une quantification de structures déjà très disparates. Et puis surtout qui ne répondent à aucune catégorisation logique et n'ont pas toujours le même degré d'écoute, de crédibilité et voire de légitimité. Enfin, dernière particularité, certaines grandes associations, les plus grosses, voient leur direction relativement imbriquée.
qui les positionne dans un schéma de connivence idéologique, puisqu'il peut générer aussi des effets notables sur le type d'action engagée. Bon, je n'ai pas le temps de détailler ça, mais on va dire que les difficultés que j'avais rencontrées en essayant de structurer initialement mon objet, donc relatif à cette grande malléabilité définitionnelle, m'ont finalement mené à constater que dans ce flou s'imposait un centre, un noyau dur d'association qui, dans une sorte d'élitisme associatif, détiennent, par un jeu complexe de stratégies de pouvoir, la visibilité effective. Donc des stratégies de pouvoir qui leur ont permis d'asseoir une représentativité et une visibilité. Donc des théories qui sont tantôt fondées sur une présence médiatique, comme celles qui sont connues du fait de la notoriété, notamment par exemple de leur leader, de leur fondateur. Donc, par exemple, Hubert Reeves avec la Ligue Rock, Nicolas Hulot avec la fondation éponyme, la fondation Pierre Rabhi, qui s'appelle maintenant le mouvement Fondation Terre Humaniste. Tantôt donc encore sur une inscription et une action politique, comme des associations qui se sont retrouvées médiatiquement connues ou reconnues pour des raisons historiques, donc, par exemple Greenpeace, les Amis de la Terre, ou le WWF ou la FNE, ou encore celles connues sur la base d'un événement ou d'une action phare, donc, par exemple Agir pour l'environnement, le Fonds français pour la nature et l'environnement, l'Écologie sans frontières, et dernière catégorie, celles qui sont fondées sur une occupation quasi monopolistique de certains grands thèmes, donc par exemple la LPO, donc la Ligue de protection des oiseaux, ou l'UICN, ou encore le réseau Action Climat. Donc en tout cas, ces dirigeants incarnent un noyau dur d'associations, une minorité active, telle que l'entend Serge Moscovici, qui forme, dans sa qualité à être visible institutionnellement, le noyau politique et public majeur du milieu. Et donc c'est sur ce centre de pouvoir que j'ai concentré mon analyse et mon choix, donc les dirigeants de 18 structures que proposait mon enquête. Deuxième élément, très brièvement, la question du Grenelle de l'environnement, qui est intervenu en plein milieu de ma thèse, donc qui est venu d'une part corroborer ma sélection d'association, confirmer sa véracité, on va dire. Donc il y a évidemment complexifié considérablement mon accès au terrain. En tout cas, je rappelle juste brièvement, si vous l'avez plus en tête son nom, qu'en mars 2006, la grande majorité du milieu associatif de protection de la nature se fédère autour de l'Alliance pour la planète. C'est un regroupement d'associations qui se coordonnent pour essayer de donner le poids d'un contre-pouvoir face aux lobbies et à leur intérêt jugé particulier et court-termiste. Donc il s'agit de faire poids numérique pour améliorer l'écoute qui peut être fait de la voie civile et de l'impulsion citoyenne concernant les enjeux écologiques durant les potentiels. Les associations élues rentrent dans le débat préélectoral. On s'appelle par exemple, elles ont noté et les notations, ont proposé une notation des candidats. Et donc elles se positionnent en contre-pouvoir incitatif. Et donc par exemple en janvier 2007, une petite ONG qui s'appelle Écologie sans frontières, c'est celle qui anime l'atelier Institutions et environnement de l'Alliance pour la planète, suggère la création d'un Grenelle de l'environnement. Idée que Nicolas Hulot, qui à ce moment-là est héros de la cause, va reprendre. Et donc il va convier en mars 2007 les candidats présidentiels, les 3 candidats principaux, à rencontrer les représentants de ces ONG, donc de 9 ONG majeures, ainsi que certaines de l'Alliance. Donc ces dernières sont alors promues comme incontournables et représentatives du milieu, ce qu'elles ne sont pas forcément, mais c'est qu'elles sont considérées. Et au lendemain du second tour de la présidentielle, l'idée du Grenelle est reprise et il est presque immédiatement organisé. Alors le but n'est pas du tout de débattre du Grenelle, qui d'ailleurs ne pourrait pas être saisi d'un seul tenant et mérite de nombreux points d'être un peu plus détaillés. Pour autant, et pour le dire schématiquement, avant de rentrer dans mes conclusions, il y a une frange importante de l'écologie politique à ce moment-là qui montre sa désapprobation vis-à-vis de cette mise en scène théâtrale, de cette réunion,
Et pour certains milieux écologistes les plus radicaux, le Grenelle est finalement désigné comme une tentative de récupération, une sorte d'OPA du gouvernement sur le monde de l'écologie, qui donc est menaçante pour son potentiel de dilution et de détournement des objectifs réels. Pour autant, et tout controversé qu'il puisse être, le Grenelle a aussi permis de donner une autre audience aux questions d'écologie. C'est-à-dire qu'il a permis, alors déjà il a aussi permis à ces associations d'occuper une nouvelle place, mais il a surtout parachevé ce que ici appelle le passage à l'écologie publique, c'est-à-dire en participant à une extraordinaire diffusion de ces enjeux dans les couches les plus larges de la population. Donc encore une fois, c'est le contexte à l'intérieur duquel j'ai eu à évoluer, qui bien entendu a eu son poids dans la mesure où j'ai fait certains de mes entretiens au moment où on était impliqué là-dedans, donc ça existait dans le discours. Donc pour ce qui concerne maintenant les conclusions essentielles de cette recherche. Donc j'ai effectué des entretiens auprès de ces dirigeants. Une fois analysés, j'ai choisi de les étudier selon 3 axes majeurs que je résumerai en ces termes, donc leur vécu social, leur quête de sens et leur rationalité d'action. Donc je les ai ensuite séquencés en 2 grandes parties d'analyse. La première proposait finalement d'observer les termes de leur vécu social et de leur engagement. Il s'agissait un peu d'entrer dans ce que j'appellerais leur raison chaude. Alors là, il y a plusieurs conclusions qui se sont imposées, je suis obligée de les survoler, mais la première concerne les raisons et les fondements de leur agir. Donc j'ai constaté en premier lieu que leur engagement était d'ordre profondément cognitif, c'est-à-dire dans un rapport d'authenticité et d'implication de soi à l'objet associatif. D'où la préséance, par exemple, forte d'un langage extrêmement émotif, un langage de l'émotion fort dans leur discours, qui prenait pour racine des détonateurs affectifs divers, mais quasiment tous unis par une volonté d'un engagement professionnel généré par un sentiment d'urgence. Donc il y a toujours dans leur discours un détonateur. Quelconque, mon fils a fait tel problème de santé, j'ai eu envie d'eux. Donc un engagement professionnel extrêmement affectif, de nature affective. Donc qui mettait, on va dire, en lumière les motifs d'une forme de vocation, réelle ou construite, peu importe, mais en tout cas d'une vocation dans leur discours. Il m'est apparu également que leurs images sociales étaient intimement liées à leur image de soi. C'est-à-dire que sphère privée et sphère publique se confondaient dans une même recherche de sens. J'ai également observé une implication alors que j'ai appelée d'ordre ontologico-politique dans leur engagement associatif, dans la mesure où s'imposaient des volontés fortes de reconfiguration de sens. C'est-à-dire qu'il parlait d'une contingence qui était vécue comme pesante et qui compromettait toute poursuite d'intérêt général et toute conception de pérennité qui justifiait leur implication. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé ontologico-politique. Ce qui m'a porté à la seconde conclusion qui concerne les figures de leur vécu hétéronome. Alors j'ai observé qu'il y avait une forme de désaffiliation, pour reprendre un terme de Castel, qui à mon avis s'étend bien largement au-delà du monde salarial. Pardon Robert, mais je prends quand même cette expression, d'une désaffiliation qui était alimentée par un ressenti global de dépossession, qui s'articulait en plusieurs points. Donc tout d'abord, j'ai constaté que ce sentiment de dépossession se fondait sur un rapport complexe entretenu à la dite modernité, qui était conçue, qui était systématiquement mentionnée et conçue comme viciée et vicieuse à l'égard de l'environnement. La modernité était désignée comme étant un opérateur fort de l'aspect corrosif. La modernité était corrosive à l'endroit de l'environnement. Premier point. Deuxième point, que cela impactait également leur vision de l'état de l'information, qui était dispensée par les mass médias sur les questions écologiques. Une information qui était conçue comme éminemment parcellaire et minorante. Mais également que leur vision de l'économie, qui était incarnée dans le capitalisme, la consommation ou la croissance, c'est à peu près les 3 termes qui sont revenus
donc le capitalisme, la consommation et la croissance, étaient conçues comme globalisantes et avilissantes. Qu'elles répondaient à des rythmes effrénés et à des logiques contradictoires, qui mésestimaient littéralement les impacts qu'elles font endurer à la planète. Alors, c'est sur ce point, je fais une parenthèse 30 secondes, assez intéressant de voir qu'il y a beaucoup de termes qui étaient employés de façon invariable sur ces sujets-là. De même, ai-je observé que les socles, on appelle ça les socles historiques sur lesquels se sont installées ces réalités, c'est-à-dire l'idée du monde occidental, du progrès, et encore une fois de la modernité, étaient conçus par eux comme les éléments aval de l'empire de la rationalité procédurale. C'est-à-dire finalement une rationalité qui ne cherchait plus les critères du juste et du bien, mais l'avancée vers une logique économique prédéfinie. Et donc le système politico-économique était de fait et de façon un peu holistique conçu comme prenant la forme d'une bête indomptable, donc d'une méga machine, comme dirait Serge Latouche, destructrice. Alors bien évidemment, les impacts d'une telle vision des choses sur leur représentation, enfin sur les représentations qui se font de l'avenir, me semblait important à questionner. Donc c'est l'élément qui a fondé ma troisième conclusion, qui portait sur leur conception prospective et temporelle. Voilà. Je précise ici que la question des temporalités s'avère d'autant plus difficile sur les questions d'environnement que les temps de représentation de l'environnement sont pluriels, qui prennent la forme de conceptions très variées, qui lient potentiellement entre eux des connaissances infiniment complexes, et que ça nécessite des modélisations et des probabilités qui sont anxiogènes pour les défenseurs de la cause environnementale, parce qu'il faut être ingénieur pour pouvoir les manipuler. Donc je résumerai le premier point simplement en disant que l'élément le plus notable concernant donc, leur vision concerne les divergences de hiérarchie de temporalité. C'est-à-dire que ce sont d'une part opposés au temps court de l'économie, jugé trop événementiel et trop inconscient des impacts qu'il a induits sur la planète, et qu'ils ont d'autre part professé un retour au temps long, étant entendu que très souvent le projet écologique revêtait pour eux une importance d'ordre historique. Bon. Vous pouvez, je veux dire, s'y attendre. Le second point concerne surtout les fondements de leur conception. J'ai observé en premier lieu une représentation massive d'un temps de la conscience où prévaut le conséquentialisme et où finalement est mis en valeur une rétroactivité des risques. En second lieu, j'ai observé aussi qu'il y avait des conceptions assez naturellement globalisantes, c'est-à-dire où étaient mêlées considérations écologiques et éléments sociaux. Où se trouvaient entrelacés protection de la planète, inégalité de développement et conflits géopolitiques. Enfin, le dernier point, qui est probablement un de ceux qui m'ont le plus intéressé, concernait une forme d'aporie prospective, c'est-à-dire que j'ai pu constater que ces vécus étaient profondément confus et surtout engendraient des carences de logique prospective. C'est-à-dire qu'il y avait des disjonctions, des dyschronies dans leur conception temporelle, sans doute relatives aux façons dont ils parviennent à concevoir un futur dont ils n'ont pas les clés. C'est-à-dire que par exemple, quand je posais la question de comment imaginez-vous l'avenir de la planète à 10 ans, puis à 50 ans, puis à 100 ans, il y avait une disjonction qui n'était pas logique. Donc j'ai trouvé cet élément extrêmement intéressant. Donc se posait en tout cas entre leur réel et la réalité vécue une confusion des possibles qui mettait finalement encore plus en exergue la prévalence de peur ontologique, puis surtout de sentiment d'impuissance vécue. Donc, ce qui m'a porté vers ma seconde partie, qui avait pour objet aussi d'observer les termes de leur utopie et de leur volonté idéale, et surtout du poids que fait peser le réalisme sur le maintien de leur quête de sens. Donc là, je voulais entrer dans la complexité de leurs contradictions et de leur réalité stratégique, parce qu'ils sont tout de même impliqués dans
c'est le monde qui déplore. Donc ici, plusieurs conclusions se sont aussi imposées. Donc, la première concernait le poids et les figures de leur quête de sens. Donc en premier lieu, il m'est apparu que dans cette dénonciation d'un vice systémique, fondé donc, comme je vous l'ai dit, sur une interdépendance de ces composantes, il y avait surtout un désir de réexamen et de redéfinition des priorités. Et j'ai observé qu'ils concevaient et revendiquaient même leur action associative comme devant faire la promotion précisément de cette nouvelle sémantique sociale, c'est-à-dire entendue comme un préalable à toute refonte politique, capable donc finalement de remettre en question les éléments normatifs dominants et de suggérer une conception qui cette fois-ci serait vertueuse du système. Toutefois, cette dénonciation prenait davantage la forme d'une réaction par action que d'une réaction par négation, c'est-à-dire répondant à une volonté de s'inscrire entre utopie et réalisme, dans la mesure, d'une part, où leur position ne semblait ni radicale ni anarchiste, mais cherchait davantage à considérer des termes transitionnels dans la façon de concevoir le système. Et d'autre part, car leur manière de faire avec le monde suggérait un refus d'extraction pure et simple ou de marginalité, mais suivait davantage l'idée d'une transformation de l'intérieur. Il y avait donc une forme de contradiction entre leur conception du réel et leur volonté idéale qui s'expliquait par la tension forte qu'ils vivent entre un désir de réforme du contenu systémique et des modalités d'action de ces changements qui doivent, selon eux, rester en prise avec le monde. Donc j'ai déterminé, grâce à des catégories de Karl Mannheim, combien de temps reste-t-il ? C'est fini. J'ai déterminé, grâce aux catégories de Karl Mannheim, donc dans mon ouvrage Spectrologie et Utopie, cette dualité comme étant l'objet d'une conscience utopique conservatrice. C'est un terme de Karl Mannheim, donc utopique en ce qu'elle est en rupture avec l'être aux alentours, mais de nature conservatrice en ce qu'elle tente pourtant d'homologuer le cours logique du monde, enfin, l'ordre logique du monde et le cours des choses tel que la situation le pose. Alors ça va mener à la seconde conclusion qui concernait les tensions qui existent entre leur quête de sens et leur rationalisation. Alors là, j'ai constaté que ces représentations, donc assez duales, généraient des positions contradictoires à l'égard des rationalisations suggérées face à la crise environnementale, dans la mesure où ils ont manifesté d'une part une forme d'affiliation implicite, mais sans adhésion réelle, par exemple au mouvement de la décroissance, qui corrobore pourtant une partie importante du contenu de leur dénonciation, mais manifester d'autre part un positionnement ambigu, prenant la forme d'une adhésion un peu tiède et utilitariste à l'endroit du développement durable, qui était globalement perçu comme aseptisé et peu enclin à générer aujourd'hui un véritable changement écologico-social. Et donc cette situation de tension a également généré des volontés de relocalisation, de pouvoir. Donc dans ce contexte, évidemment, le recours à la société civile et au secteur associatif, pour eux, est important. Il se pose comme un modulateur d'efficience dans le jumelage avec l'action politique. C'est-à-dire finalement prenant la forme d'une instance conseil, d'un espace intermédiaire, leur permettant de justifier qu'ils se positionnent dans une tension forte, mais consentie, entre résistance et adaptation. J'ai quasiment terminé. Ce qui m'a porté à la troisième conclusion, qui concernait les rapports complexes entretenus entre ces associations et l'État. Alors je ne reviendrai pas, faute de temps, sur les ambivalences inhérentes à toute logique d'institutionnalisation, ni sur les raisons pour lesquelles ces implications institutionnelles peuvent s'inscrire aussi dans des recherches de crédibilité, qui était bien décrite avant dans la Pompala,
mais je rappellerai juste que la figure consensuelle, et surtout de compénétration réciproque qui lie aujourd'hui État et association, dans cette situation, la position, on va dire, infra-étatique de cet associatif environnemental génère une situation, à mon sens, assez inédite, dans la mesure où j'ai été amenée à considérer que la force de cet associatif institutionnalisé, incarné par ses dirigeants, résidait dans sa position du dedans. C'est-à-dire qu'ils ont pour ambition d'exercer une action indirecte sur le pouvoir politique, dans le cadre notamment de ces échanges de faveurs qui qualifient, selon Martine Barthélémy, le nouvel âge associatif. Donc j'ai donc suggéré, notamment en conclusion, de voir leur inscription en structure hétérarchique, c'est un terme de Moscovici, qui répond à une institutionnalisation interstitielle et comme une volonté forte finalement de rester dans le réel de l'histoire et de peut-être insuffler, en tout cas portant la potentialité réflexive d'insuffler un imaginaire groupal, possiblement instituant, par la remontée ou l'insinuation discrète de nouvelles significations imaginaires, c'est-à-dire des positions qui allaient au-delà de ce rôle de traducteur, par exemple, exposé par Gendron et Vaillancourt. Et donc, en votre terme, et pour ramasser tout cela, il y a deux temps, et finalement, j'ai distingué deux temps et deux types d'imaginaire à l'œuvre chez ces dirigeants. Le premier est celui d'une conception et d'une volonté consciente de s'inscrire dans l'autoconstitution de la société, et par là même de participer à tenter de renouveler l'imaginaire social, notamment par une participation active à la chose publique. Et le second concerne une procédure plus implicite, celle d'un imaginaire collectif, que Florence Desprairies appelle un imaginaire groupal, qui, en s'opposant notamment à l'une des significations imaginaires sociales les plus fondamentales, soit la vision de l'omnipotence et de l'infaillibilité du modèle économique, suggère une visée d'autonomie. Alors bien sûr, cette autonomie est à concevoir dans sa qualité, encore une fois, à viser son contenu, son cœur et son objectivité, c'est-à-dire que ce n'est pas une donnée, mais un projet, projet en ce qui n'est pas à exclure que la représentation de ces dirigeants au sein des débats de politique publique environnementale puisse permettre une diffusion sourde, une influence discrète de thèses ou d'éléments de réflexion de type contestataire ou possiblement anormatif, et générant des transformations possibles au sein même des institutions. Je vous remercie. Peut-être juste un dernier point, si ça intéresse certains cet aspect des deux imaginaires, je renvoie à un article que j'ai commis pour le groupe Castoriadis en 2011, qui s'appelle Autonomie en pratique, et qui développe Bon, Alice, écoute, franchement, je te remercie tant pour ta présentation, pour toutes ces années de travail, d'autant que je me retrouve vraiment tant dans tes sujets que dans ton vocabulaire. Mais je vais plutôt ramener pour la discussion les questions et les commentaires sur le terrain politique. Et je m'adresse tant à la spécialiste des associations écologistes qu'à la sociologue. Alors finalement, le cadre professionnel, le cadre de l'association, des employés d'association, du secteur associatif, te sert de présupposé qui te permet ensuite de te poser la question de l'engagement assumé dans les causes environnementales, à partir duquel tu déroules le fil du vécu de la subjectivité. Déjà, dans un premier cas, cette catégorisation, elle ne me paraît pas évidente. C'est-à-dire que je voudrais savoir comment toi, tu arrives à formuler une homogénéité entre les 15 ou les nombreuses associations que tu abordes et qui, en termes de nombre d'adhérents, de causes, sont différentes, et surtout le passage de la protection de l'environnement, la protection de la nature, encore pire, à l'écologie, voire l'écologie politique ou l'écologie publique, me paraît pas une évidence. Donc je voudrais que tu reviennes un petit peu sur ce sujet-là. Et ensuite,
finalement, une des questions que tu abordes peu dans ta présentation, c'est la spécificité du travail associatif dans le paysage militant français. Et notamment à travers le rôle juridique que peuvent jouer les associations de protection de la nature, qui ont quand même un statut très particulier dans le droit de l'urbanisme, dans la mesure où elles peuvent s'opposer à la construction de projets d'aménagement, ce qui n'est vraiment pas le cas de tout type d'association. Donc ça leur confère un pouvoir particulier au bout de 3 ans d'existence, mais aussi le rapport entre les différentes associations et le monopole qu'elles occupent sur le terrain. Par exemple, si on repense au Grenelle de l'environnement, je pense que, bon après j'ai pas assez intuitivement que je dis ça, mais le rôle qu'ont pu jouer les unes et les autres autour de la table, et celles qui ont refusé de jouer ce rôle-là, je pense que ça a complètement reconfiguré le paysage associatif de l'écologie. Et finalement, tu as aussi mentionné le mouvement de Pierre Rabhi, et ça m'a donné envie de te poser la question du rapport à la personnalité charismatique, et aussi, puisque tu as parlé de nébuleuse, à toutes ces influences spirituelles qui peuvent exister dans le monde de l'écologie, et dont l'écologie politique sur lesquelles elle a vraiment tiré un trait, mais qui dans le monde associatif peuvent exister, et notamment à travers des trajectoires et le vécu des acteurs. Ensuite, toujours sur le monde associatif, quelle place pour les relations entre direction et salariés, mais aussi entre salariés et bénévoles? Comment finalement ça vient structurer une écologie publique? Est-ce qu'en 2014, au moment de l'écologie publique annoncée, on est est-ce que les problématiques sont accaparées plutôt par les bénévoles, ou est-ce qu'on est vraiment face à un travail professionnalisé? C'est plutôt ça que tu montres dans ton texte d'ailleurs. Donc finalement, je me suis demandé, quand tu as cité ton cadre épistémologique et ton cadre, les sous-champs disciplinaires que tu abordes, pourquoi tu n'as pas abordé la socio des associations, dans laquelle on pourrait placer quand même Martine Barthélémy, et la sociologie des mouvements sociaux. Dans le texte, tu cites Touraine. De quel texte parles-tu? De texte que m'a envoyé Fabrice. Je ne sais pas quel texte. Écoute, je pense que ça fait 125 pages, tu le sauras mieux que moi. D'accord, ok. Bon. Donc j'ai eu la chance, contrairement à vous, de lire le texte en avant-première. Mais finalement, la question de la place du sujet, la question des répertoires d'action, la question de l'institutionnalisation et de l'instrumentalisation, à laquelle tu réponds en filigrane pendant toute la présentation, et j'aime beaucoup ta manière de ne pas réduire l'écologie à une instrumentalisation et en fait à une récupération par le capitalisme, qui est vraiment la manière un peu caricaturale de le voir, et finalement de montrer que ça se passe comme ça, mais que ça se passe pas seulement comme ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans le travail. Mais pour en revenir à la socio des mouvements sociaux, cette question d'utopie conservatrice, par exemple, elle touche actuellement, je pense, l'ensemble de la sphère de la sociologie des mobilisations. Je prends un exemple qui n'a rien à voir, le mariage gay, par exemple, s'oppose en termes d'utopie conservatrice également. Et elle est posée comme telle par la socio des mouvements sociaux. Et je pense qu'on pourrait aussi alimenter ta réflexion à travers ces apports-là. Ensuite, sur les termes d'alternatif et de radical, un moment, attends, je retrouve la mention de radical parce que c'était vraiment chouette. Mais tu dis, radical, c'est ce qui touche, en gros, c'est ce qui touche les archétypes, ou c'est ce qui touche le plus profond. Je ne sais pas comment tu l'as formulé, excuse-moi. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est comme si ça touchait finalement la matrice même, la structure du vécu de la personne, de sa subjectivité. Sauf que ce mot-là, il n'est pas anodin, et l'alternatif non plus, c'est pas du tout anodin dans le paysage politique français. Et un peu par provoque, parce que c'est pas du tout ce que je pense, mais j'aimerais savoir comment tu analyses l'accusation de social traîtrise du mouvement écolo ou altermondialiste par des mouvements d'extrême gauche ou anarchistes, et notamment qui s'emparent aujourd'hui des questions écologistes. Enfin, si je pense à la fête de l'écologie radicale qui aura lieu, il y avait eu la pub pour cet événement ici, dans ce séminaire, il y a 3 semaines. Comment des assos écologistes, par exemple, se situent par rapport à des partis politiques qui développent des pensées écologistes d'extrême gauche, par exemple. Ça fait beaucoup de questions et je ne pensais pas que ça allait être si long que ça. Ma discussion, mais du coup, je pensais à l'action violente aussi. Comment, parce que finalement, dans ce paysage d'institutionnalisation, on se demande un peu quelle place il y a pour la désobéissance civile, quelle place il y a pour
les activistes de Greenpeace qui peut-être ne sont pas des militants, peut-être s'en démarquent, mais quand même, je veux dire, il y a quand même un recoupage des... Bon, il y a plein de choses sur lesquelles je vais passer parce que j'aimerais bien qu'il y ait du débat. Voilà, je vais m'arrêter là. Ah non, pardon. Il y a quand même quelque chose sur ta deuxième, alors sur la fin de ta première série de conclusions. La critique des rythmes, des termes de monde occidental, de progrès, de rationalisation, rationalité, mais aussi la partie sur les temporalités. En fait, je me demande quel universalisme et quelle place de l'autre géographique il peut y avoir dans ce discours-là. Comment on se représente. Là, je pense à ça aussi parce que je sors d'une conférence où Franck Coupeau présentait des choses sur la Pachamama et le bois de Vivir, en fait, avec cette espèce d'exotisme permanent que moi j'ai retrouvé beaucoup sur mon terrain, et je suis assez curieuse de savoir si toi tu l'as retrouvé aussi, l'exotisme vers l'Amérique latine par exemple, pas du tout vers l'Orient musulman, c'est marrant, mais vers l'Amérique latine, vers l'Afrique, avec cette espèce de folklorisation extrême de pratiques qui seraient respectueuses de l'environnement et écologistes et politiques par essence. Donc voilà. C'est bon. Je réponds maintenant ou d'autres questions comme tu veux, tu préfères répondre maintenant? Je pense que sinon je vais oublier mes réponses. D'accord. Alors, ça fait beaucoup de choses. Alors la première question c'était celle relative aux employés, aux présupposés de l'engagement assumé. Alors déjà, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé par une partie un peu accablante sur ma position épistémologique, c'est que je commence toujours par dire ce que ce n'est pas. C'est-à-dire qu'on essaie déjà de faire quelque chose d'extrêmement précis, mais il y a des choses que ça ne peut pas être. Je n'ai pas travaillé sur les militants, les adhérents, c'est pas ça qui m'intéressait. Donc je ne peux pas répondre déjà à toutes les questions sur les employés, les liens aux adhérents et aux causes, tout simplement parce que j'en ai une idée personnelle, mais je n'ai pas travaillé dessus d'un point de vue scientifique. Moi, ce qui m'intéressait, c'est pour ça que je l'ai bien dit, c'est les dirigeants, pas parce que ce sont en soi des dirigeants, mais parce que tout simplement, c'est très pragmatique comme position de base. Autour d'une table de réunion, celui qui décide, c'est quelqu'un qui a un cadre. Alors je ne dis pas que le dirigeant impulse la totalité de l'idéologie d'une association, mais en revanche, c'est lui qui défend, quand il y a des réunions publiques ou des lieux importants, c'est incarné par une sensibilité particulière. Et ce sont ces sensibilités qui m'intéressaient, parce qu'on parle souvent de... Alors on les personnalise. Greenpeace pense que, la WWF a dit que, mais qui est-ce derrière ça? Qui impulse? Qui décide? Qui fige? Et en l'occurrence, sur ce type de réunion, encore une fois, parce que moi ce qui m'intéresse, c'était aussi cette nouveauté du fait qu'ils sont extrêmement sollicités pour dans des réunions politiques et de politique publique. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est avant tout incarné par quelqu'un. Et que c'est quelqu'un, nécessairement, il y a à ce moment-là, je pense aussi, une superposition qui se fait entre des engagements qui sont propres et qui doivent respecter la forme de l'association qu'on défend, mais qui restent propres. Donc c'est cette subjectivité qui m'intéressait. Donc, quand tu me disais catégorisation pas évidente, quelle est l'homogénéité? Là, j'imagine que tu parles du traitement des entretiens. Non, du choix, en fait, de la raison sociale des ONG ou des associations. Alors ça, comment elles se définissent. C'est aussi pour ça que j'ai tenté, mais bon, 45 minutes, c'est très court. Oui. Que quand on soutient sa thèse, on a 20 minutes, mais ils ont lu la thèse, ce qui n'est pas votre cas. Donc en l'occurrence, j'ai passé un temps extrêmement long sur la structuration de l'objet. J'ai eu des entretiens au ministère du Développement durable qui a changé 15 fois de titre, même pendant ma thèse, pour essayer d'avoir justement de structurer un objet qui puisse être comparable. Or, et c'est ça que j'ai tenté de montrer très rapidement encore une fois, il y a beaucoup d'éléments qui résistent. Et donc finalement, la seule chose qui me permettait de distinguer, c'est-à-dire de trouver une population qui puisse être suffisamment représentative, non pas exhaustive, mais représentative de ce que je cherchais à analyser, c'est cette qualité que j'ai appelée de représentation visible. C'est la visibilité, c'est celle-ci. Par exemple, un élément
enregistré, mais un élément tout bête, la fondation de Yann Arthus Bertrand a été inclus dans le Grenelle. Yann Arthus Bertrand n'est pas... Il a des très belles photographies, et donc il a une sensibilité, mais d'autres militants beaucoup plus durs, pourrait dire, de quel droit représente-t-il la défense des intérêts écolos. Donc moi, c'est pas tellement ce sujet-là qui m'intéressait, c'est de savoir juste que ce sont eux qui sont susceptibles, encore une fois, de polémiser. Parce que c'est ça qui m'intéresse, autour d'une table, qu'est-ce qui se dit et qu'est-ce que ça peut insinuer, de façon encore une fois lourde et lente, sourde et lente, en termes de signification imaginaire. Donc c'était leur subjectivité qui m'intéressait pour voir laquelle était convoquée dans ce type de réunion, par exemple. Voilà, je crois, pour la première question. Sur la seconde, sur le rôle juridique et les spécificités associatives, donc je viens d'y répondre aussi, j'insisterai en disant que je n'ai pas travaillé, même si encore une fois je connais, mais je n'ai pas travaillé stricto sensu sur les répertoires d'action ou sur les différentes formes d'association. Surtout dans le domaine environnemental, il y a vraiment beaucoup de différences qui ont muté. Je crois que c'est une autre de tes questions, je ne sais plus si... Mais il y a aussi une question sémantique. On s'est mis la protection de la nature, on s'est mis à parler d'environnement, puis tout d'un coup d'écologie, puis tout d'un coup l'écologie devient politique, parce qu'elle y a été, comme il y a inclus une partie sociale, mais d'autres vont parler d'écologie sociale, pour finalement désigner une réalité qui est quasiment la même. C'est une question d'angle du regard, mais la chose observée est la même, me semble-t-il. Voilà pour la deuxième. Pour la troisième question, j'ai répondu sur l'environnement. La quatrième, oui, le rapport à la personnalité charismatique. En effet, ça va encore une fois dans ce sens-là, c'est que des gens comme Pierre Rabhi ou Nicolas Hulot, ou j'ai également, si ça me paraît certain, comme il y a un article pour la chaire de développement durable de l'UQAM, donc une revue qui s'appelle ERE UQAM, notamment sur cet aspect-là. C'est-à-dire que certains, encore une fois, pourraient déplorer qu'il y ait accaparement, Nicolas Hulot agace par exemple parfois, qu'il y ait accaparement de ce champ à défendre par des personnalités qui sont charismatiques et qui peut-être ne sont pas aussi représentatives ou connues. Par exemple, est-ce que quelqu'un connaît le nom du directeur de la FNE, qui pourtant, de France Nature Environnement, qui pourtant est à la tête, pour le coup, d'une fédération d'associations extrêmement importante. Donc je pense que, mais là aussi, encore une fois, moi je regarde ce qui existe, et je lis ce qui existe, et ça me semblait intéressant de voir à qui on donne la parole, et donc quels sont les effets possibles en termes politiques de la matérialisation de leur subjectivité. Sur la cinquième question, la place entre direction salariés et bénévoles. Alors là aussi, ça a été extrêmement compliqué, parce que certains, justement, oui, dans mon panel, il y a donc un joli tableau dans ma thèse qui montre ceux qui sont bénévoles et ceux qui sont salariés. Au départ, ça me posait un gros problème. Finalement, non, parce que je me suis rendu compte que ça ne faisait pas beaucoup varier le type d'engagement qu'ils avaient à leur occupation. Alors après, là aussi, bien sûr, je suis allée m'inspirer de la sociologie des professions. Donc toutes les sociologies que j'ai évoquées là, je n'ai pas pu faire l'économie des associations, du militantisme, des professions, mais ça ne me semblait pas crucial pour mon objet propre. Voilà pour la cinquième question. Sur, oui, alors peut-être préciser les 125-127 pages que tu as envoyé Fabrice, peut-être que je peux le préciser pour toi. C'est l'effort important que j'ai fait de réduire ma thèse de 560 pages à 120 pour tenter, pour un éditeur qui s'est intéressé. Évidemment, on m'a demandé de le rendre beaucoup plus séduisant pour le grand public, donc il y a beaucoup d'éléments qui n'apparaissent pas dans ce que tu as lu et qui peut-être font partie des choses qui te manquent dans la substance, mais qui apparaissent, si tu veux, dans les 600 pages que je peux t'envoyer. Sur la question de l'instrumentalisation et de l'institutionnalisation, je ne sais plus, j'ai marqué ça, mais je ne sais plus quelle était la question. Déjà, je notais que tu réduisais pas oui. L'institutionnalisation à une instrumentalisation, une récupération en fait. Chose que moi, les critiques qu'on m'a beaucoup faites sur le bio, c'est-à-dire qu'on m'a beaucoup dit « Ah, mais le bio, c'est que de la récupération. » C'est ça, mais c'est autre chose aussi. Ouais. Et finalement, c'est ce que j'ai senti dans ton texte. Du coup, je voulais savoir
Je voulais que tu l'explicites un peu. Alors, je pense aussi là, relatif à la forme d'honnêteté qu'on a ou non quand on fait une recherche, on peut assez souvent être déçu par son objet. Et donc quand je suis allée faire cet entretien, je ne savais pas si j'allais rencontrer des gens qui allaient être des défenseurs d'une forme de greenwashing et qui seraient dans un discours aussi qui pour moi aurait pu être, à titre personnel, contrariant et qui aurait défendu peut-être cet aspect instrumental, mais il s'avère que les discours que j'ai récoltés étaient plutôt... C'est ça qui m'a étonnée. Donc c'est toujours très bien quand on peut être étonné par son propre objet. En y allant, je pensais qu'il était fort à parier que je rencontre même des dirigeants qui auraient été aussi un peu avec une utopie un peu aplatie. C'est concevable. Mais ça me semblait intéressant justement de voir les... Alors Karl Mannheim, il parle des individus, c'est-à-dire des restes de l'utopie. Et je trouve que c'est assez intéressant, encore une fois, pour essayer de conserver un peu de subtilité aussi sur ce type de questions. Ça ne signifie pas que ces dirigeants soient des défenseurs d'une écologie radicale, mais ça signifie qu'il y a encore de la radicalité dans leur option de pensée et donc probablement aussi dans leur position politique et publique au moment où il y a justement ces réunions ou ces décisions. Sur la sociologie des mobilisations et des mouvements sociaux, oui, je suis parfaitement d'accord avec toi, raison pour laquelle aujourd'hui, parce que ça fait 4 ans que j'ai fini cette recherche, je travaille beaucoup plus sur cet aspect-là. Donc justement, comme tu disais, est-ce que l'utopie conservatrice ne peut pas être finalement un dénominateur commun à beaucoup d'autres mouvements ou collectifs? Oui, je pense. Et je pense que c'est là où quelque chose qui, à mon avis, mérite d'être traité avec un peu plus de détails qu'une sociologie un peu macro qui le voit de façon, comme tu disais, un petit peu aplatie. Où est-ce que j'en suis? Sur la 7e question. Alternative radicale, c'est l'usage de termes qui n'est pas anodin, en effet. Mais ça reste du français. Non. Oui, non, mais ce que je dis, inexact. Il y a très souvent c'est normal, hein, mais il y a très souvent même cette question de savoir, c'est pour ça que je me suis tout à l'heure excusée d'emprunter un terme à Castel, parce qu'un éditeur m'a dit, mais vous ne pouvez pas parler des affiliations parce que c'est un terme castelien. J'ai un énorme respect pour le travail d'Hubert Castel, mais il me semble que cette idée de désaffiliation, donc cet éditeur a tenté de me proposer d'autres types d'affiliations. Et j'aime bien la précision sémantique et je trouve qu'il y en a beaucoup d'autres qui peuvent à ce point montrer cette idée qu'on se désaffilie quelque chose, c'est quelque chose de fort, je trouve. Et ce n'est pas que... J'ose espérer que je peux l'employer en dehors de Castel. Même chose pour Alternative radicale, il me semble que ça reste des termes assez parlants pour d'autres types pour signifier d'autres choses. Sur la social traîtrise, donc là, il faut que je sorte un peu de ma position de sociologue, c'est ça, c'est une question. Non, pas forcément. C'est est-ce que les gens ont pu se... Non, tu ne sors pas de ta position de sociologue, c'est juste de savoir si tu as pu ressentir sur le terrain des directeurs d'ONG, d'asso qui le vivaient comme un malaise, parce que je pense que le contexte de la France est très particulier à ce niveau-là et que la scission qu'il peut y avoir entre altermondialisme et extrême gauche ne se vérifie pas du tout sur d'autres terrains, pourtant proches. Moi, je travaille sur le terrain italien, je connais bien le terrain allemand, c'est pas du tout en ces termes-là que le débat se joue. Et si tu avais eu des retours là-dessus à part un ou deux qui ont pu l'évoquer, non pas globalement. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça n'apparaît pas non plus tellement de conclusion, parce que c'était des marges, pour le coup très personnelles, qui ne peuvent pas être... donc non, je dirais non. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre sur action violente, désobéissance civile? Alors oui, là aussi, ça concernait encore la question des activistes et des militants. Ouais. On voit à la première réponse que j'ai faite, qui n'était pas mon objet.
Et sur la dernière question, oui, donc voilà, celle de l'exotisme, Bon, du coup, on a une vingtaine de minutes, 20 minutes. Je suis confuse d'avoir débordé peut-être sur le temps imparti. Donc on fera un premier tour de questions, et puis quand tu sens que y aura, la réponse pourrait t'échapper, tu me dis on arrête. Et puis... Est-ce que vous avez des questions? Des questions. Allez-y. Bien, merci pour l'exposé. Donc peut-être en 2 mots dire ce que j'en ai compris pour être sûr que je ne pose pas des questions complètement hors des coups, mais pour moi tu parles de ce constat que je retrouve chez Ascoum, de dire on parle d'une critique radicale et finalement on se fait instrumentaliser, mais en tout cas on se met finalement à travailler pour le rétablir, on considère contester au début, et pour essayer de comprendre comment on se sort de cette contradiction. Tu te dis peut-être qu'on va aller interroger les dirigeants associatifs pour voir finalement comment ils gèrent cette tension-là et comment malgré cette tension on peut toujours avoir une visée transformatrice de la société. C'est ce que moi je comprends de ton propos. Et du coup pour moi il y a 2 plans d'analyse dont on travaille. Il y a d'abord cette vision du monde personnel, cette quête de sens des individus, et la manière dont elle s'articule ou pas, ou elle est en tension avec cette rationalité stratégique qu'ils mettent en œuvre dans leur association. Et du coup j'ai 2 questions par rapport à ça. Ce que tu soulignes, d'une part, en premier lieu, l'homogénéité de ton premier plan d'analyse, c'est-à-dire une espèce d'homogénéité dans la vision du monde, dans la quête de sens, dans la manière de se représenter sa place dans le monde, et en même temps, cette tension généralisée entre cette vision du monde et la rationalité un peu stratégique, cette question de la récupération qu'on a déjà évoquée. Alors, première question, je ne suis pas sûr de bien comprendre, ou d'avoir bien expliqué, qu'est-ce qui te paraît pouvoir expliquer cette homogénéité? C'est pas banal pour moi. Et du coup, en termes de représentation sociale, tu parles pas de représentation sociale d'ailleurs, enfin peu. Tu parles de vision du monde et tu n'utilises pas ce terme, je pense que c'est à dessein. Et donc je me demandais quelles hypothèses on pouvait formuler pour rendre compte de cette homogénéité, parce que tous ces dirigeants associatifs, c'est pas banal. Comment est-ce qu'on peut rendre compte de ces similarités dans la trajectoire de vie aussi? Enfin, ça c'était une vraie question. Et deuxième question, j'en ai 3, deuxième question, tu dis qu'il y a cette tension donc, entre ces aspirations, cette quête de sens et puis la rationalité stratégique. Moi je l'ai vu, je l'ai perçu dans ce que tu as dit. Je me demandais s'il n'était pas possible d'aller un peu plus loin ou de poser les termes du débat un peu différemment en donnant à voir la diversité des stratégies de ces organisations. On sait tous très bien que le mode d'action de Greenpeace, c'est pas celui de VVF. Et donc, probablement, la tension ne s'exprime pas du tout de la même manière. Donc peut-être qu'en dépiautant ça, que tu apprends en fait dans ta thèse, ça nous aiderait à mieux comprendre cette tension-là et peut-être aussi à comprendre comment l'homogénéité en termes de vision du monde se traduit pourtant dans une diversité dans la manière d'être en tension entre sa vision du monde et sa manière d'agir. Pour connaître des militants chez Greenpeace et chez VVF, la tension elle ne s'exprime pas du tout de la même manière. Et donc je pense qu'il y a quelque chose à creuser. Et puis troisième question, c'est ce que tu as développé tout à la fin. Malheureusement j'ai un peu décroché. Par rapport à ta question initiale finalement, hein, qu'est-ce que cette analyse de tension entre vision du monde et stratégie, rationalité stratégique, te permet finalement de dire quant au potentiel transformateur de ce mouvement social qui est encore quand même bien vivant, malgré les éventuelles récupérations. Voilà. Merci. Je peux répondre tout de suite? Oui, si tu veux. Alors bon, tu as parfaitement bien compris ce dont je parlais. En revanche, je n'ai jamais prononcé le terme d'homogénéité parce que je ne crois pas qu'il y en ait. Et que justement, ça me semble important de ne pas tomber dans l'écueil de se dire il y aurait une uniformité au pays des bisounours, qui seraient tous. J'ai tenté dans le traitement de mes entretiens de dégager les éléments convergents. Mais bien sûr qu'il n'y a pas d'homogénéité. Il n'y a pas d'avantage non plus, pas de similarité dans les trajectoires de vie. J'ai parlé de la présence de détonateurs affectifs dans les formes d'engagement. Et ça, je vais dire que si on demande, et y compris à des militants déjà, je pense, parce qu'encore une fois, là, tu as fait la même digression enfin, mes usages, on va dire, que Anaïta, c'est que des militants. Or, encore une fois,
fois, je m'en excuse, mais je n'ai pas vraiment d'éléments. Mais c'est vrai que ce qui m'a intéressé, c'est de voir les éléments qui pouvaient être communs. Et je pense que si on regarde, donc même, c'est ça que je disais au niveau des militants, je pense que tous vont avoir, mais ce sont aussi des constructions de récits qu'on se fait, hein, où à un moment donné, on a besoin de justifier, on n'a peut-être pas même forcément conscience, on a besoin de justifier telle option de vie, tel choix personnel, et donc on va être aussi en reconstruction. C'est pour ça que j'ai dit vocation réelle ou construite. Loin de moi l'idée de juger de quoi que ce soit, mais en revanche j'ai constaté qu'il y avait des reconstructions qui étaient plus farfelues que d'autres, voilà. Enfin, plus farfelues, plus étonnantes que d'autres. Donc voilà, les éléments que j'ai pu dégager qui étaient communs m'ont intéressé. Évidemment, je ne crois pas qu'il y ait une homogénéité totale. Déjà, les personnalités que j'ai rencontrées n'étaient pas du tout les mêmes. Tu as le bon, mais du coup, ces éléments convergents, est-ce qu'il te semble possible ou souhaitable de vouloir expliquer leur existence et cette convergence? Ou est-ce que ça ne paraît pas l'objet, quoi? Ce serait intéressant, mais ça ne paraît pas mon objet, en tout cas. C'est-à-dire que c'est pas tant le fait qu'il puisse y avoir une forme d'homogénéisation des trajectoires. Encore une fois, hein, je n'ai pas non plus travaillé sur les trajectoires. Il y a des très bons récits de vie qui se font sur... C'est pas non plus mon objet. Non, moi, ce que je trouvais assez intéressant surtout, c'était, encore une fois, de voir les éléments restants, un peu comme on a Tamine, les éléments restants. Par rapport à la voilà. Et donc, pour répondre à ta deuxième question sur la diversité des stratégies, oui, ça, bon, c'est pas non plus mon objet, mais je trouve ça très intéressant pour le coup d'imaginer un travail de la sorte, parce que c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes. Parmi les dirigeants que j'ai pu interviewer, encore une fois, il y a des ONG qui n'ont pas du tout les mêmes techniques, ou les mêmes. Et c'est vraiment extrêmement divers. Mais c'est pas ça qui m'importe, puisque moi, ce que je constate, c'est qu'ils sont mandatés de façon uniforme. C'est-à-dire qu'ils étaient, par exemple, encore une fois, je suis en plein cœur du Grenelle au moment où je fais ma thèse, ils sont au moment du Grenelle, par exemple, l'association comme Écologistes sans frontières, qui, alors à l'époque, cette période de ma part, était 3 personnes, est importante pour l'Alliance et pour le Grenelle. Parce que c'est lui, par exemple, cet homme qui a impulsé l'idée d'un Grenelle de l'environnement, et puis il a été important parce que c'est un juriste important, et donc il a eu une place de choix, puisque c'est lui qui a insufflé, par exemple, alors que d'autres pourraient dire comment peut-on comparer une ONG de 3 personnes qui a une existence de 15 ans d'âge et une historique comme les Amis de la Terre qui a en plus, il faut regarder quelle est son histoire internationale pour pouvoir mieux saisir sa particularité française. Donc c'est pas ça qui, bien sûr, je trouve ça très intéressant, mais c'est pas ça qui m'intéressait. Voilà. Et qu'est-ce que ça me permet de dire en termes de transformation et de potentiel? Alors j'aime bien cette question parce que j'ai veillé à, bon, je ne le cache pas, j'ai un goût fort pour Castoriadis, ce qui est la raison pour laquelle je parle plus d'imaginaire instituant que de représentation, enfin d'imaginaire que de représentation. L'imaginaire ici n'étant pas du tout à voir dans un sens maphésolien, mais bel et bien castoriadien. C'est la raison pour laquelle dans ma thèse, c'est une conclusion ouverte que j'ai proposée. C'est-à-dire que je ne me voyais pas, surtout sur un processus qui est en cours, qui est d'ailleurs toujours en cours, c'est-à-dire que c'est en train de se faire, je ne me voyais pas porter une conclusion ferme et pire, fermée. Donc j'ai essayé de proposer, de mesurer les proportions, alors là je reprends encore une catégorie de Moscovici, d'intention et d'invention de l'écologie. Quelle est son intention, quelle est son invention? Il me semble, parce que je connais un petit peu Castoriadis, qu'il y a des éléments qui pourraient permettre d'imaginer qu'ils aient une capacité instituante. Reste à savoir la suite que je ne connais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si par rapport à la méthode, vous avez fait le choix de faire des entretiens et donc vous n'avez pas fait le choix de regarder les pratiques des dirigeants associatifs. On a la raison parce que l'imaginaire, l'utopie s'exprime aussi dans le faire et donc c'est une dimension qu'on ne voit pas dans ces cas-là.
C'est un choix, on doit opérer beaucoup de choix, j'imagine que vous le savez en thèse, c'est un choix conscient, où je me sentais a priori plus à l'aise pour rentrer dans le détail d'un entretien qualitatif à deux. Bon, j'ai quelques acquaintances avec les psychosociaux et ça m'intéressait aussi d'aller de travailler cet aspect-là. Vous avez raison, ça aurait été extrêmement holistique aussi pour regarder les pratiques, mais même pour lui dire que ça aurait pu être très intéressant pour rester. Il aurait fallu pouvoir le faire, parce que moi c'était très pris, hein. Donc même pour avoir un entretien, des fois j'ai mis 6 mois à avoir un entretien. Mais par exemple, imaginer des groupes, ou imaginer d'autres méthodes tourniennes, mises autour d'une table et de les faire discuter entre eux, aurait pu aussi avoir un aspect extrêmement intéressant. C'est pas ce que j'ai choisi, mais en effet, oui, ça aurait pu. J'aime bien vous demander si vous pouviez développer un petit peu, quand vous avez parlé des apories prospectives et de la confusion entre réel et réalité vécue. Si vous pouviez en dire un petit peu plus. Et j'aurais une deuxième remarque, mais qui emmène là du coup... c'est une question que moi j'ai eu, que je me suis coltiné. Quand on doit parler d'affectif en sciences sociales, qu'est-ce qu'on fait de la psychanalyse? En sachant que du coup moi j'ai le mauvais goût de passer de l'autre côté du miroir, et dans votre exposé c'est très intéressant de voir comme c'est proche, énormément de choses sont proches, puisqu'il y a la question du désir, il y a la question de l'existence. Par exemple, le mot ontologie, vous avez utilisé une seule fois, mais après j'ai compris qu'il venait beaucoup dans cette question de conviction propre, etc. Lacan propose de l'écrire avec un H, ontologie avec un H, ce qui met directement à la question de l'angoisse, etc. C'est-à-dire c'est une question que moi je me pose, est-ce que la psychanalyse n'est pas une anthropologie? Et est-ce qu'il n'y a pas des barrières à faire sauter qui sont beaucoup rigidifiées depuis les années 70, quelque chose comme ça. Voilà, et en ayant cette année travaillé sur le séminaire 17 de Lacan, la question du discours et du rapport au savoir y est très présente, et il a la question que vous nous avez posée, la récupération ou pas, mais comment est-ce qu'on fait pour subvertir un discours maître, puisque c'est ça la question. Et une fameuse réponse de Lacan aux étudiants à Vincennes, on est en 70 et il leur dit vous voulez un maître, vous l'aurez. On est bien sur cette question-là. Voilà. Juste, excuse-moi, avant de répondre, comme la réponse va être longue, j'imagine, et complexe. C'est surtout la première question qui peut-être me est-ce qu'il y a d'autres questions avant? Parce qu'en fait, il faut vraiment qu'on quitte la salle dans 7 minutes. Donc excusez-moi d'être aussi bêtement terre à terre, mais je préférais qu'on prenne ça comme un dernier tour de questions. Et puis, encore une fois, si vous avez envie de continuer sans moi, allez-y. Donc est-ce qu'il y a d'autres questions avant pour conclure la séance, ou est-ce qu'on laisse Alice répondre? Bon, silence mortuaire, c'était à toi. Merci pour ces questions. Alors, c'est un élément qui m'a beaucoup intéressé, la question de l'aporie prospective et la confusion entre réel et réalité vécue. Alors, pour le dire de façon courte, donc à la fin de mon entretien, c'est-à-dire au moment où j'avais aussi réussi à instaurer un climat plus détendu, parce qu'on joue aussi beaucoup sur des types de mise en scène aussi pour pouvoir récolter certains types d'éléments. Je leur demandais à chaque fois, donc question ouverte, comment est-ce qu'ils se projetaient à échéance 5 ans, comment ils imaginaient, question très large, comment ils s'imaginaient la vie de la planète à 5-10 ans, à 30-50 ans, je me rappelle, et à 50-100 ans. Donc je l'ai évoqué très brièvement pendant le développement, mais surtout que je n'ai plus mes entretiens devant les yeux, donc j'ai plus d'exemples là mais il y avait assez souvent beaucoup d'optimisme premier, c'est-à-dire à 5-10 ans, et peut-être même d'ailleurs sur la deuxième catégorie, il y avait, il
il va y avoir une prise de conscience planétaire, je pense qu'il se passe quelque chose, et bla, et bla, et bla. Mais en revanche, donc ça voudrait dire, on devrait pouvoir imaginer qu'ils imaginent que tout va bien se passer. Or, quand on disait à 50-100 ans, tout d'un coup, disjonction, et là, il disait, bon, il y a fort à parier que la planète est explosée, qu'il n'y ait plus personne, qu'il n'y ait plus d'eau, qu'il n'y ait plus de ceci, et donc c'était ça que je trouvais très intéressant, que j'ai pas poussé davantage, parce que je ne suis pas psychanalyste, mais de temps en temps, ça m'est arrivé de leur dire, mais alors comment se passe, enfin, qu'est-ce qui se passe pour que, à l'échéance temps, il se passe ça, et qu'à échéance, parce que de toute façon, je pense qu'on est extrêmement, il y avait beaucoup de discours de la catastrophe aussi, on est extrêmement mal paré, de toute façon, c'est trop tard, donc il y avait beaucoup de disjonctions. Et c'est pour ça que je parle de confusion entre réel et réalité vécue, c'est que il y a là pour le coup ce qui est relatif à ses propres peurs ontologiques, donc personnelles, c'est-à-dire je crois pour moi et ma famille qu'il va se passer ça, et puis les éléments de connaissance qui sont d'ordre professionnel, puisqu'ils ont aussi, il n'y a plus que quiconque au courant des différents rapports qui sortent, en tout cas j'espère pour eux qu'ils les lisent, et puis donc je pense que voilà, il y avait une forme de confusion. Alors, quand je dis confusion, c'est pas dans un jugement que je dis ça, c'est disons une ambiguïté, une ambivalence entre ce qu'ils peuvent comprendre du monde et la façon dont ils ont envie de se le représenter à échéance lointaine. Alors après, je pense que ce qui est très intéressant, c'est que certains, pas tous, avaient du mal à se projeter. Je pense que c'est aussi parce qu'on est souvent inquiet quand on est sensible à la question de l'écologie et que certains avaient besoin de mobiliser un élément extérieur pour se projeter. Donc j'en ai eu 2 ou 3 qui m'ont dit, alors dans 50-100 ans, ce sera mes petits-enfants. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait un élément de proximité pour pouvoir imaginer de quoi, ce que ça pouvait recouvrir. Voilà pour cet aspect-là. Et sur le deuxième aspect, très rapidement, sur l'affectif en sciences sociales, en effet, c'est assez rare. Enfin, c'est assez rare. Et je le dis dans un sens négatif, c'est-à-dire que pas forcément, ça peut être mal considéré, de moins en moins je pense, parce que, alors la psychanalyse non, mais en revanche, moi j'ai été formée par mon directeur de thèse est un sociologue allemand, formé à l'école de Francfort, donc plus du côté de la philosophie sociale que de la sociologie stricto sensu, et que donc j'ai aussi beaucoup évolué à l'intérieur, par exemple, de la pensée de Fromm, qui était psychanalyste dans l'école de Francfort, et qui est, par exemple, celui qui a théorisé ce dont j'ai parlé au tout début, le caractère social, qui va chercher de ce côté-là, c'est-à-dire de l'intériorisation pour chacun d'un caractère social, de la façon qu'on a un caractère personnel, un caractère, mauvais caractère ou non d'ailleurs, il y a un caractère social qui se naturalise. Donc ça, je veux dire que s'il y a quelque chose de psychanalytique dans mon langage ou dans ma façon de le voir, c'est freudien. C'est-à-dire que c'est un type de philosophie sociale qui permet aussi de réfléchir sur ce genre de choses et qui, à mon avis, sont importantes à considérer. Voilà.